C'est parti. Bienvenue sur Contrepoint pour cette dernière émission de la saison avant la période estivale. Je voulais évoquer cette semaine ce qu'on appelle en géopolitique l'encerclement cognitif à travers le cas de la Russie. Et je vais m'appuyer pour ça sur un rapport de l'École de guerre économique qui a publié il y a une quinzaine de jours un rapport justement sur les méthodes d'encerclement cognitif, les techniques russes d'encerclement cognitif. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'encerclement cognitif? Eh bien, on parle d'une guerre qui est menée dans les esprits. Une guerre qui est menée pour contraindre les gens de penser d'une certaine manière. Ce n'est pas de la propagande. La propagande, c'est quelque chose d'assez direct. C'est quelque chose d'assez massif. L'encerclement cognitif, c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus feutré. C'est quelque chose dont on ne va pas forcément se rendre compte. Mais le but étant justement d'opérer un encerclement qui fait qu'on est pris dans un prisme de pensée et on ne peut plus en sortir. Et cet encerclement cognitif va s'appuyer notamment sur des personnes connues, des penseurs, des gens qui ont une certaine aura. Et ce qui est très intéressant dans le cas de la Russie, c'est que l'encerclement cognitif qui est mené aujourd'hui, les méthodes employées aujourd'hui, sont exactement les mêmes que celles qui étaient à l'époque soviétique. Et donc vous aviez un Jean-Paul Sartre qui revient d'Union soviétique en disant que c'est le plus beau pays du monde. Vous avez un Louis Aragon, grand écrivain par ailleurs, hein, qui a une vraie maîtrise des mots, mais qui défend l'idéologie communiste. Et donc tout ça contribue évidemment à de l'influence, parce que vous avez des gens qui sont importants, qui peuvent être professionnellement des gens bien, des grands savants, des grands chercheurs, mais qui mettent leurs pensées, leurs idées au service d'une idéologie qui soit rémunérée ou qui n'en tire aucun avantage particulier, si ce n'est pour beaucoup d'intellectuels le fait d'être mis en avant et d'être relayé par les journaux, bien évidemment, ce qui est déjà un avantage très important. Et donc la Russie aujourd'hui s'appuie exactement sur les mêmes méthodes. Alors, dans cette technique d'encerclement cognitif, je vous donne les différents points que l'École de guerre économique a identifiés. Le premier point, il s'agit de construire une légitimité d'acteurs positifs, c'est-à-dire des personnes qui sont vues de manière positive, au moins par une partie de l'opinion. Ensuite, il faut identifier les points d'appui possibles dans la société civile. Ça peut être notamment des chefs de mouvements dissidents. Ça peut être des acteurs de révolte sociale. Ça a été par exemple pendant longtemps le directeur de la CGT. Après, on va cerner des profils qu'on peut activer. Des influenceurs, des gens dont on sait qu'ils vont être favorables aux thèses que l'on diffuse. Et le but de l'encerclement cognitif, c'est de renverser le rapport de force en sa faveur en créant un système fondé sur l'information, avec aujourd'hui évidemment l'usage des réseaux sociaux notamment, qui vont servir à saper une légitimité. Donc on sape une légitimité de manière à présenter comme légitime le mouvement, le pays, les idées que l'on veut défendre. Et puis le GE rappelle également des éléments de continuité dans le mode opératoire. Je vais les définir et puis on va les analyser. Donc parmi ces axes d'encerclement cognitif, il y a l'axe de la paix, l'axe de l'opposition entre le peuple et les élites, l'axe de la morale émancipatrice, et puis également l'axe du soutien contre l'ingérence. Alors l'axe de la paix, c'est se présenter donc comme la paix. Staline était l'homme de la paix, de la même manière que Vladimir Poutine veut la paix. Et s'il y a la guerre, ce n'est pas à cause de Vladimir Poutine, c'est à cause des Occidentaux qui sont responsables de la guerre. Donc ça, c'est l'axe de la paix, c'est se présenter comme étant un fauteur de paix, comme étant un créateur de paix, mais le camp d'en face, lui, est le créateur de la guerre. Il y a ensuite l'opposition entre le peuple et les élites, donc l'idée qu'on a des élites corrompues, et un peuple qui est, lui, chimiquement pur. Alors, évidemment, cela s'appuie toujours sur des éléments de vérité. On a bien évidemment en France et en Europe des dirigeants dont certains sont corrompus et ont été condamnés pour ça. On a évidemment des dirigeants dont certains sont incompétents, d'autres sont compétents, mais il y en a qui sont incompétents. Mais on va enfermer toutes les élites dans un mouvement d'opposition contre le peuple. Vous remarquerez qu'on ne définit jamais exactement ce qu'est une élite, ni ce qu'est le peuple. Donc on a des masses. On a les élites qui sont mauvaises par nature,
et on a le peuple de l'autre côté qui est bon par nature, et la Russie se présentant donc en faveur du peuple contre les élites, élites évidemment corrompues. Ce qui renvoie, enfin dans leur discours, j'entends, ce qui renvoie au troisième axe, l'axe de la morale émancipatrice. De la même manière que l'Union soviétique était contre la colonisation, que l'Union soviétique luttait en faveur des peuples colonisés pour leur émancipation, la Russie se présente également comme étant le pays qui œuvre à la décolonisation, notamment en Afrique, lutter contre la présence française. On voit ce qu'il en est aujourd'hui de Wagner et de la présence russe qui commet un certain nombre de crimes qui sont maintenant bien définis et bien identifiés. Et on a également l'idée que donc, de la manière que l'Union soviétique était un pays moral, la Russie est aussi un pays moral. Vous avez d'ailleurs un très bon article sur le site de l'IREF qui montre à quel point cela est faux, avec le nombre de divorces, le nombre, l'espérance de vie, beaucoup plus faible en Russie qu'en France et en Occident, la question des mères célibataires, qui sont de la pauvreté. Mais il y a une partie de la population qui voit la Russie comme étant un pays moralement plus pur, moralement plus abouti, alors même que ce n'est pas le cas. Donc on arrive à la fois à cacher la réalité du pays et en même temps à faire croire l'inverse de ce que l'on est réellement. Et puis il y a ensuite un axe de soutien contre l'ingérence, alors qu'on retrouve aujourd'hui avec la notion de Sud global. Le Sud global uni contre les impérialistes. Alors le Sud global n'existe pas, ce ne sont que des pays qui ont des intérêts parfois même contradictoires et divergents. Il n'y a pas d'intérêt commun entre l'Inde et la Chine par exemple, mais on va créer cette idée de Sud global qui serait opposée à un Occident impérialiste. Alors même que la Chine a davantage de relations commerciales avec les pays d'Europe et les États-Unis qu'avec la Russie, et de la même manière que les entreprises françaises ont davantage de relations commerciales avec l'Inde qu'avec la Russie. Donc ça ne tient pas la route, mais c'est quand même l'idée qui est diffusée. Et on voit comment cet encerclement cognitif, en s'appuyant d'ailleurs sur des personnes qui sont bien identifiées et qui arrivent à être un petit peu des stars dans leur domaine sur les réseaux sociaux, sont un moyen de lutte et de lutte à revers. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Une première remarque, ça pourrait être de considérer que la démocratie est toujours en retard ou est toujours défaillante. Parce que, évidemment, si on a la liberté de parole, vous avez des personnes qui peuvent donner des thèses qui sont opposées aux nôtres et surtout qui peuvent relayer de la propagande extérieure. Et donc ça, c'est une idée qui est d'ailleurs assez souvent ancrée, que la démocratie serait forcément défaillante dans une guerre et que finalement il faudrait supprimer la liberté de parole, la liberté de penser, afin d'empêcher l'encerclement cognitif. Alors ça paraît compliqué, d'abord parce que les moyens techniques d'aujourd'hui rendent encore plus compliqué le contrôle de l'information que ça ne l'était il y a 30 ou 40 ans, ce qui est par ailleurs une très bonne chose. Mais surtout, quand on veut contrôler une information, quand on veut empêcher des gens de parler, c'est l'effet inverse qui aboutit, c'est-à-dire qu'on va légitimer les opposants. Donc finalement, la meilleure manière d'empêcher l'encerclement cognitif, ce n'est pas d'empêcher la liberté de penser, c'est au contraire de la favoriser et de favoriser l'intelligence, et donc de permettre la discussion et que des travaux puissent être faits pour expliquer justement ce qu'est l'encerclement cognitif et démonter les arguments du camp de l'adversaire. Donc, vous voyez, ça en fait partie. Puis il y a le troisième volet, qui est la question de l'intelligence. C'est aussi un point important de former. On peut penser que plus les gens sont formés et plus ils arriveront à déceler justement les attaques informationnelles, plus ils arriveront à arrêter les attaques d'encerclement cognitif. Et puis il y a le cas également des médias subventionnés, et notamment le fait que beaucoup de médias subventionnés ou directement dépendants de l'État ont par le passé ou encore aujourd'hui diffusé des éléments qui étaient faux. Pensons au Monde qui salue l'arrivée des Khmers rouges comme étant une grande victoire démocratique pour le Cambodge.
Et donc évidemment, ce genre de propos contribue à délégitimer. C'est difficile après de combattre les mensonges, de défendre le travail journalistique, quand des journalistes dans des médias qui vivent largement de subventions se sont eux-mêmes livrés à des mensonges et à des campagnes de désinformation. Et donc, un autre problème, ce sont aussi les médias subventionnés qui ne vont pas chercher à dire la vérité ou à chercher la vérité, puisqu'ils ont de l'argent qui arrive quoi qu'il arrive. Et donc, ils n'ont pas besoin de fidéliser un électorat ou bien de se l'attacher. Et donc, j'ai tendance pour ma part à penser que la fin des subventions de l'État aux médias est une excellente manière de lutter contre la désinformation, puisque ça oblige un média à être juste, à s'attacher à un auditoire et à un lectorat qui est fiable, et s'il raconte n'importe quoi, il se décrédibilise et donc il disparaît. Et en retenant toujours qu'un mensonge ne se combat pas par un autre mensonge. Un mensonge se combat par la vérité. Et la vérité, on y arrive par la liberté, et on y arrive par le fait qu'il y ait une libre discussion entre les acteurs et que les médias puissent débattre librement des sujets, et que les médias qui sont pris en train de diffuser des mensonges, volontairement, on peut se tromper, hein, l'erreur peut arriver, mais quand on diffuse volontairement des mensonges, eh bien que ce soit pénalisé par moins de lecteurs et voire par une disparition du média par le manque de lecteurs. Merci pour votre fidélité à ces émissions de Contrepoint. Je vous souhaite évidemment de passer un très bon été. Je vous retrouve la saison prochaine. À très bientôt.